Les manœuvres du président de la République, retour sur ce qui s'est passé au G20 et des écoles qui s'effondrent, ce sont les actualités du jour. Salut à tous et bienvenue sur Actu Réfractaire. Vous commencez à avoir l'habitude, on se retrouve tous les jours à 18 h pour discuter de l'actualité nationale et internationale. C'est une nouvelle émission, donc on a besoin de vos partages, mais aussi de vos retours critiques pour qu'on puisse s'améliorer épisode après épisode. Ok, et ben c'est parti. La principale information de cette émission concerne Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir ressolliciter l'ensemble de l'opposition dès cet automne pour pas mal de projets comme on va le voir. Et tout ça c'est la suite de ce qui s'est passé le 31 août à Saint-Denis. Vous vous rappelez peut-être de ces images où les différents chefs des partis d'opposition avaient discuté avec Emmanuel Macron. À ce moment-là, le président de la République leur avait remis une lettre exigeant un retour sous 4 jours. Évidemment, les destinataires n'ont pas manqué de se gausser dans la presse de l'attente qu'ils comptaient lui faire subir. Le président a ordonné une liste de travaux dans son courrier avec beaucoup de choses qui étaient inscrites. Par exemple, des assises de la diplomatie parlementaire, des débats sur la situation internationale au Parlement, parce qu'apparemment il faut l'autorisation du président pour avoir ce genre de débat. Était abordée aussi la question de la proportionnelle pour les législatives, le non-cumul des mandats et même une conférence sur les bas salaires en octobre, chapeautée par Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Ça donne envie. Une partie du courrier parle aussi du souhait du président d'organiser un référendum. La rumeur qui circule, à la fois affirmée et contredite par la Macronie à son habitude, c'est qu'un référendum permettrait de modifier la Constitution sans passer par les parlementaires. Il s'agirait alors d'un vote sur un ensemble de propositions avec la proportionnelle, le non-cumul des mandats, d'où le fait qu'il amène ces conversations-là, mais aussi sur le fait que Emmanuel Macron pourrait, grâce à cette modification de la Constitution, rempiler pour un 3e mandat, ce qui lui est pour le moment interdit. Et vu que c'est Emmanuel Macron qui décide si oui ou non il va y avoir un référendum et sur quel sujet, et bien en fait ce référendum sera donc conditionné à servir les intérêts politiques du président de la République, un président qui est adepte des grands débats nationaux et des cahiers de doléances qui finissent à la poubelle. Un autre sujet dont Macron veut discuter, c'est celui de la décentralisation. L'objectif, c'est de donner via des pactes et des compétences, des financements à des collectivités qui seront par la même occasion plus libres de s'organiser. Sauf que problème, ces dernières années, le gouvernement a largement appauvri ces collectivités en leur enlevant les impôts qui permettent de financer leur budget et en réduisant les dotations, c'est-à-dire l'argent donné directement par l'État. Il est donc impossible pour les collectivités de se gouverner au niveau local par manque de financement. Conséquence, le gouvernement va donc pouvoir négocier au cas par cas avec les élus aux différents niveaux des collectivités pour accorder des financements en échange d'un soutien politique, comme le précise Le Point dans son analyse, rappelant que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron et la Macronie fait ce genre de petites manipulations. Beaucoup de choses demandées à une opposition alors que la tradition de la Macronie ces dernières années était de totalement bafouer le droit parlementaire. À chaque fois qu'un texte du pouvoir n'arrive pas à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, alors le pouvoir le passe en 49.3, comme avec par exemple la très critiquée réforme des retraites. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Mais très récemment, au niveau du budget, Elisabeth Borne a annoncé qu'elle passerait encore par une dizaine de 49.3 pour faire valider ce texte-là. Tous ces stratagèmes ont un objectif, faire en sorte de contourner le Parlement qui ne vote pas comme il le faut. Et donc si ces stratagèmes ne fonctionnent pas, la seule solution qui va rester à Emmanuel Macron, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est très risqué pour lui. D'où le fait qu'il essaye de repousser encore et encore l'échéance en essayant de sauver les meubles, d'autant que des accords avec les Républicains et le Rassemblement national sont largement négociables au vu de leurs similitudes programmatiques sur les questions économiques et sur les questions sécuritaires. Bref, beaucoup de blabla et de promesses, la question étant, qui est encore suffisamment naïf pour y croire ? Comme vous le savez, il y a eu le G20 récemment, on en avait fait une vidéo qui parlait un petit peu des alliances qui se faisaient à l'intérieur de ce G20, mais on n'avait pas discuté des décisions qui ont été prises, et donc on va le faire aujourd'hui.
Déjà, ce qui est important de noter, c'est que l'Assemblée du G20 ont refait une motion sur la guerre en Ukraine, comme ils l'avaient fait l'année dernière. Sauf que cette année, cette motion est largement assouplie. En effet, la motion souligne simplement que les États ne peuvent pas s'emparer de territoires par la force et souligne la souffrance du peuple ukrainien. Aucune référence faite à la Russie, alors que la motion de 2022 condamnait clairement l'invasion de la Russie et exigeait le retrait des troupes. Ce sont donc l'Inde en tant que pays organisateur, le Brésil, l'Indonésie et l'Afrique du Sud qui auraient joué un rôle clé pour éviter la scission à la Réunion en échange de motions bien plus sympathiques pour la Russie. Cela est un révélateur du pouvoir croissant des pays dits en développement, mais surtout les pays du BRICS en réalité, dans cette assemblée qui a longtemps été menée par les intérêts états-uniens. Autre nouveauté, c'est l'adhésion de l'Union africaine au G20 et donc des 55 membres qui vont avec. Et ça va dans le sens qu'on avait vu avec les BRICS qui intégraient eux aussi des pays africains. Le G20 fait de même pour essayer de renforcer la coopération entre ces différents pays et de créer un contexte dans lequel ils vont pouvoir négocier des accords bilatéraux, sachant que les pays africains se tournent largement aujourd'hui vers la Chine et la Russie. Enfin, un troisième projet qui devrait vous intéresser, c'est celui d'un corridor de transport qui est initié par les États-Unis avec en partenariat l'Inde et l'Arabie Saoudite. L'objectif c'est quoi? C'est de concurrencer la nouvelle route de la soie chinoise. Le projet veut établir des liaisons ferroviaires et portuaires entre l'Asie du Sud et le Moyen-Orient, mais aussi à terme atteindre l'Europe. Pour le moment, aucun calendrier ni aucune modalité de financement n'a été présenté. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on remarque que des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Inde ou encore la Turquie sont suffisamment puissants pour ne pas avoir choisi entre la Chine et les États-Unis et font donc du commerce avec les deux. Il y a encore 2 semaines, l'Arabie Saoudite s'affichait aux côtés de la Chine au niveau des BRICS et aujourd'hui, il s'affiche avec les États-Unis pour concurrencer la Chine. Il n'y a donc pas de blocs qui s'affrontent, mais plein de puissances qui sont en concurrence et qui cherchent par tous les moyens de gagner des parts de marché pour valoriser leur intérêt à eux. Tout comme les BRICS, le G20 n'est pas une réelle institution capable de mener une vraie politique unitaire et de contraindre ses États membres. Il n'y a donc pas de grandes décisions qui ont été prises durant cette réunion, mais ça reste un bon thermomètre pour connaître un petit peu les rapports de force qu'il y a entre notamment les États-Unis qui étaient hégémoniques et toutes les économies qui se sont développées ces dernières années et qui prennent énormément de puissance en ce moment avec la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Inde, etc. Lors de la dernière vidéo, on parlait des arbres de Vichy qui ont été abattus par le maire et ça en a fait réagir certains d'entre vous. Et donc on va vous donner la parole. Incroyable! Tu as Aperto Libro 63 qui nous parle de Clermont-Ferrand qui a aussi bétonisé toute la ville pour la construction d'immeubles et même les minuscules espaces ont été bétonisés. Conséquence, les impôts augmentent pour financer tous ces travaux-là, mais il nous rassure, le maire a quand même prévu de mettre en place des pistes cyclables. Et tu as Tempête Chat 2034 qui veut nous parler de l'A66 qui est un projet d'autoroute là aussi inutile et qui a nécessité la destruction de très nombreux arbres pour mettre du bitume à la place et ils ont besoin de soutien les gens là-bas pour s'organiser donc évidemment on vous met les liens en description. Et si dans cette vidéo, il y a des choses qui te font réagir aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire et nous, on sélectionnera certains d'entre eux pour la vidéo de demain. On fait comme Macron, on fait des trucs participatifs et tout, c'est incroyable, hein. Allez, dernière petite information du jour, il y a plus de 100 écoles en Angleterre qui ont dû fermer leurs portes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des malfaçons dans leur construction. Les cours se font donc à distance comme à l'époque du coronavirus. L'élément déclencheur de cette politique, c'est l'effondrement d'une poutre en béton dans une école et les critiques ont très rapidement été portées vers le Premier ministre actuel qui s'appelle Rishi Sunak. Pourquoi? Parce que avant d'être Premier ministre, il était ministre des Finances et c'est lui qui a décidé
décidé de réduire les fonds alloués à la rénovation des écoles, ce qui pose problème et qui explique cette situation. Rappelons qu'en Grande-Bretagne, il y a énormément de manifestations, de conflits, de grèves qui sont organisées, que ce soit sur l'augmentation des salaires, sur le prix du carburant ou encore sur les politiques restrictives concernant les véhicules polluants à Londres. Et sur cette belle chaîne que je vous recommande qu'est le Canard Réfractaire, on avait fait d'ailleurs une analyse de tous ces mouvements sociaux. Si ça t'intéresse, c'est en description. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de partager cette vidéo, c'est très important. C'est à partir du moment où on sera largement partagé que l'algorithme de YouTube va nous valoriser et qu'on va pouvoir toucher de nouvelles personnes. Merci en tout cas à tous vos commentaires de soutien, à toutes les remarques que vous avez faites qui nous permettent donc de nous améliorer épisode après épisode. Nous, on va tenir le cap et donc on se retrouve demain à 18 h pour la dernière actu réfractaire de la semaine. Sur ce, des bisous.